Bonjour à tous, je m'appelle Samuel Pelletier. Aujourd'hui, on va parler de l'étirement actif versus l'étirement passif. En premier lieu, on va commencer par définir un petit peu c'est quoi l'étirement passif. L'étirement passif serait donc l'action d'étirer un de nos muscles ou un de nos tissus grâce à un appui externe ou une force externe. Ce que je veux dire par externe, c'est qu'on utilise un élément qui n'est pas à l'intérieur de nous, on n'utilise pas nos contractions ou un mécanisme de notre système, on utilise quelque chose qui est à l'extérieur de nous, donc qui est externe. Pour ceux qui ont déjà essayé de se remettre en forme, qui ont déjà été dans un gym ou qui ont déjà fait des cours en groupe, vous savez sûrement un petit peu à quoi ça ressemble. Et pour ceux qui ne le savent pas, là ça tire, là ça tire. Oh mon Dieu, c'est radicite, oh là là, oh là là, oh là là. Je pense qu'il faudrait que je m'inscrive à un cours de yoga. Ouais. L'étirement actif, quant à lui, ça demande un petit peu plus de notion puis de compréhension du corps humain puis de la biomécanique pour bien comprendre qu'est-ce que c'est. Si on voulait définir l'étirement actif, ce serait donc un étirement d'un tissu qui serait possible grâce à une contraction d'un autre muscle dans notre corps. Donc, ce serait interne. Là, on pourrait tout arrêter ça là, mais je vais pousser la note un petit peu dans les explications. Pas de panique, inquiétez-vous pas, j'ai fait des petits dessins, donc tout le monde devrait bien comprendre. Le dessin que vous voyez à l'arrière de moi va servir à expliquer un petit peu comment une articulation fonctionne. À X, là où il y a le rond, ce serait la position de notre articulation. Les deux barres noires que vous voyez à chaque extrémité, ce serait la fin de l'amplitude de l'articulation. Et de chaque côté du rond, du X de l'articulation, on aurait une ligne rouge qui représenterait un muscle qui permettrait de faire la flexion et une ligne bleue qui permettrait de faire l'extension. Donc un muscle qui permettrait de faire l'extension. Concrètement, on pourrait représenter ça aussi sur un coude, par exemple. Donc, quand je contracte les biceps, donc la ligne rouge, mon coude viendrait faire une flexion et je serais en fin d'amplitude en flexion. Alors que quand je contracte les triceps, la ligne bleue, mon coude, ça va faire une extension et puis là, je suis en fin d'extension, donc je suis en fin de l'amplitude en extension. Sur le tableau, c'est bien simple. Donc, quand on raccourcit la ligne rouge, quand on raccourcit les muscles qui feraient la flexion, donc le point X, le cercle, se dirigerait davantage vers la fin de l'amplitude de la flexion, alors que la ligne bleue, elle, devra s'allonger pour laisser le jeu nécessaire à la flexion. Selon le tableau, si on faisait une flexion, le tableau ressemblerait à ça. Comme je l'ai dit, le point X, le cercle, serait davantage du côté en flexion, donc serait plus près de la fin de l'amplitude de la flexion. Donc là, jusqu'à présent, sur le schéma, ce serait une vraiment bonne illustration pour démontrer ce serait quoi un étirement actif. Comme je l'ai expliqué tantôt, on aurait donc une contraction de certaines fibres qui créerait une élongation de d'autres. Donc, les fibres en bleu se feraient étirer par la contraction des fibres en rouge. Avant que j'explique un petit peu plus ça va être quoi l'étirement passif avec les schémas, on va récapituler un petit peu puis je vais rajouter un petit peu des données, je vais rajouter un petit peu des chiffres dans le schéma. Donc là, ici, comme vous pouvez voir, j'ai rajouté dans le premier schéma 50% pour l'extension, 50% pour la flexion. Ça représente quoi? Ça veut dire, grosso modo, que les muscles qui créeraient la flexion seraient à 50% de tension, alors que les muscles qui créeraient l'extension seraient également, eux aussi, à 50% de tension. Pour ce qui en est de mon schéma où ce que je démontre l'étirement actif, on aurait donc 70% de tension pour les muscles qui font l'extension et 30% pour les muscles qui font la flexion. Jusqu'à date, remarquez toujours le summum de la tension de chaque côté des muscles donne tout le temps 100%. Maintenant, pour ce qui en est de l'étirement passif. Ici, on a encore notre schéma, mais regardez bien à quel point l'amplitude totale est plus grande que les autres, dans le cas du neutre et du actif. Je vous explique pourquoi, c'est vraiment simple. C'est parce que dans le fond, l'étirement, comme je l'ai dit au début, qui est créé, donc on veut étirer les tissus en bleu, ne sont pas étirés grâce à une contraction des autres muscles, mais bien à cause d'une force externe. Puis ça, si on y pense 30 secondes, c'est un petit peu problématique parce que quand on regarde ça, on n'a plus 100% d'amplitude, mais bien 120%. Là, peut-être que tu dis « wow », mais c'est bon ça, 120%, on veut 120%, c'est excellent, c'est même mieux que 100%. Mais non, il est là le problème. Parce que si on considère vraiment les principes de la tensibilité
dans les articulations. Je parle de la tenségrité dans une autre vidéo que j'ai faite. Nous avons besoin de tension pour nous soutenir. Ceci étant dit, on pourrait qualifier le 120% d'amplitude comme de l'hypermobilité. Quand on parle d'hypermobilité, c'est problématique parce qu'on voudrait donc dire que nos articulations n'auraient pas la tension nécessaire, selon la tenségrité, pour bien se supporter et flotter, mais on fonctionnerait peut-être davantage en compression. Simplement dit, ça nous créerait donc un lousse ou en bon québécois, du slack. Mais pourquoi ce lousse-là serait problématique? Parce que de plus en plus, on commence à admettre que de l'hypermobilité, ça nous prédisposerait à de l'arthrose et de l'usure prématurée de nos articulations, de l'usure prématurée de nos os. Parce que comme je l'ai dit, dans la tenségrité, nos articulations devraient flotter, ne devraient pas frotter l'une sur l'autre. Là, ici, je prends le temps de faire une autre parenthèse. Beaucoup de médecins et thérapeutes sont d'accord sur le fait que l'hypermobilité, c'est problématique, sauf qu'on considère souvent juste l'hypermobilité comme étant une pathologie suite à un trauma, donc une dislocation ou une entorse de cheville. Par contre, moi, je pense qu'on devrait considérer l'hypermobilité comme problématique avant même qu'un trauma ou une dislocation arrive. Alors, quand on fait un étirement passif, c'est problématique parce qu'on n'utilise pas une contraction qui va maintenir l'équilibre de tension dans notre corps, on utilise une force externe. Donc, on se mettrait à risque d'étirer certains ligaments ou tissus qu'on ne veut pas nécessairement qu'ils soient aussi flexibles que ça. Là, tu te dis sûrement « Wow, je ne vais pas être capable de m'étirer. Comment je fais pour retrouver ma flexibilité? » Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a d'autres outils que l'étirement passif. Là, je n'ai pas montré d'exemple concret sur c'est quoi un étirement actif, parce que sinon, la vidéo serait trop longue. Mais juste simple comme ça, il y a plein de vidéos en ligne que moi j'ai faites et que d'autres ont faites sur ce qu'on appelle du relâchement myofacial. Donc, on utilise une balle, un objet rigide, on peut même utiliser nos mains. Et puis ça a sensiblement le même effet en termes de restauration de la mobilité sur nos tissus. Wow, comment je vais faire moi pour être flexible maintenant? Bien ça, c'est une bonne question. Puis moi, je pense qu'il faudrait se poser la question, pourquoi on voudrait être si flexible que ça, justement? Une petite précision que je pourrais apporter avec les schémas que je viens de vous montrer, ce serait qu'il faut bien comprendre que tout ça, c'est une tentative de représenter un phénomène biologique de notre corps humain. Ceci étant dit, la biologie humaine étant très complexe, les schémas que vous avez vus, c'est une version très simplifiée de la réalité. Si vous avez des questions ou commentaires, n'hésitez pas à m'écrire, ça me fait plaisir de lire les questions et y répondre. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et c'était Samuel Pelletier.